Bonsoir à vous, nombreux autant que vous êtes. La Maison Blanche illumine une fois encore l'Europe. Le Real Madrid est vainqueur de la Ligue des champions UEFA. C'est la 14e fois et c'est un record absolu. En Afrique, c'est Al Ahly du Caire qui est au sommet de la Ligue des champions CAF pour la 11e fois. Chacun de ces clubs ajoute ainsi une ligne à son palmarès international. Chelsea en Europe et Espérance de Tunis en Afrique sont leurs prédécesseurs respectifs, chacun dans sa confédération. Mais tous ont la particularité d'être des clubs fortunés, structurés, organisés, avec des objectifs à court, moyen et long terme. Selon toute vraisemblance, les bases solides sont à l'origine de leur succès ou du moins les éloignent difficilement des meilleures performances. Ces exemples peuvent-ils servir de source d'inspiration à d'autres clubs des pays en développement dont la performance et le professionnalisme ne sont pas encore aussi éprouvés? Sports Club s'interroge avec les invités de ce jour. Ils sont trois sur ce plateau. D'abord, à ma gauche, Yannick Ndege, qui est expert en marketing du sport. Yannick, bonsoir. Bonsoir Évariste, bonsoir à nos nombreux téléspectateurs. Merci d'avoir accepté l'invitation. À ma droite, il y a Emmanuel Mbankolo, analyste sportif. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir à vous Évariste, bonsoir au panel, bonsoir à ceux qui ont fait le choix de CRT Sport Entertainment. Nous dirons aussi la bienvenue à Jean-Pierre Fiala, qui est là, ancien Lion indomptable, sélectionneur adjoint de l'équipe nationale des moins de 20 ans, ancien joueur du canon sportif de Yaoundé. Et puis, il a parcouru l'Europe dans plusieurs clubs, on y reviendra certainement au cours de cette édition. Il nous fait l'amitié d'être là pour son passage au Cameroun ces derniers jours. Bonsoir à vous Jean-Pierre. Bonsoir Évariste et bonsoir à tous les téléspectateurs de sport. De Sport Club, tout à fait. Voilà donc les visages qui vont vous accompagner au cours des 90 minutes qui s'ouvrent à l'instant. On parlera d'abord de la pause actualité en première partie de cette émission. La pause actualité qui nous conduira dans la tanière des Lions indomptables à Kigali où FAP a livré sa copie. Et puis les championnats professionnels à travers les stades. Vous le savez, aujourd'hui, on a joué la 17e puis la 20e journée en avancée. Ce sera juste après cette respiration. Je demande à tous et à chacun de se faire vacciner et de ne pas prêter le flanc aux conjectures complotistes qui foisonnent sur les réseaux sociaux concernant le vaccin contre le coronavirus. D'abord, la pause actualité qui nous conduit en première détente dans la tanière des Lions indomptables. Ils sont en regroupement déjà en Toun, c'est près de l'aéroport international de Yaoundé, Simalène, près de l'autoroute qui y conduit pour leur stage préparatoire des deuxième et troisième journées de qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Les internationaux uniquement, pour l'instant, sont dans la tanière qui n'affiche pas complet déjà, mais on a les 3/4 de l'effectif déjà en Toun là-bas. Alors c'est du silence. On prépare le Burundi parce que tous sont arrivés sous silence pratiquement, Emmanuel Mbankolo. Alors finalement, ce sont les internationaux uniquement dans un premier temps. Oui, dans un premier temps, vous faites bien d'apporter la mention parce que on continue de scruter cela. Quelques informations nous parviennent disant qu'il y a une volonté de pouvoir renforcer avec 2 ou 3 garçons. On attendra de voir entre ce qui se dit aussi et la réalité. Il y a des fois un fossé. Mais quel que soit les cas, on a bien senti en Rigobert-Song la volonté véritablement d'ouvrir des portes et pourquoi pas de faire rentrer quelques échantillons de notre football local dans cette maison-là. Maintenant, sur le comportement aussi
on se rend bien compte qu'il y a eu des instructions et le sélectionneur, manager général veille à ce que ce soit tenu comme cela. Il veut qu'il y ait le moins de bruit de botte possible autour de cette sélection. Il veut qu'il y ait le moins de publicité possible pour justement favoriser le plus de concentration. Et sur l'arrivée des garçons et même les premières séances d'entraînement, on se rend bien compte que seuls ceux qui sont près de la sélection peuvent en parler. Et ça, c'est aussi tout bénef. Ça démontre qu'il y a une véritable volonté de mettre le maximum de gaz pour pouvoir pousser le Cameroun vers l'avant. Parce que au détour de quelques discussions avec le sélectionneur général, le manager général, lui, il a la volonté très rapidement de se mettre à l'abri et d'être concentré à autre chose. Yannick Deguet, vous aussi vous avez suivi cette actualité, ces Lions indomptables. Parmi les 25 qui constituent les internationaux convoqués pour ce stage, la plupart ont été à Blida, et c'est-à-dire que Rigobertson a déjà son ossature et qu'il reste fidèle à cela. Je pense qu'on regarde de la liste de l'évolution des joueurs que tout le monde connaît. On peut déjà dire un très grand pourcentage qui va vers 80% de certitude que l'effectif qui d'abord a fait la CAN Total Energy ici au Cameroun et qui a fait l'expédition de Blida, on est certain d'avoir au moins 80 à 85% de cet effectif-là pour la CAN. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'évolution, sauf peut-être à y intégrer des joueurs issus de notre championnat et peut-être de certaines équipes bien cotées sur le championnat. Si on arrive à en avoir 3, si par extraordinaire on arrive à en ajouter encore 2 ou 3 joueurs qui n'ont pas fait ni la CAN ni l'expédition de Blida, je ne pense pas qu'il y aura du beau monde à ajouter. D'ailleurs, l'équipe, pour ma part, je pense qu'on l'a déjà, reste peut-être à faire participer des gens déjà pour des questions de prestige, intégrer quelques joueurs évoluant dans notre championnat et puis associer 2 ou 3 personnes pour juste des questions de compétitivité, peut-être enrichir le banc de touche, mais sinon on est à peu près sûr que la même équipe sera conduite pour le Qatar. Jean-Pierre Fiala, j'ai promis de compléter votre profil il y a quelques instants. Vous qui avez également été joueur de l'US Avranches, ça c'est en France également avec le Stade brestois 29. Et puis, il y a eu la Grèce avec AEL Larissa, c'est bien cela? Exact. Ah voilà, c'est exact. Alors, donnez-nous quelques exactitudes aussi sur cette stratégie de Rigobertson qu'on n'a pas vu venir. Vous voyez, il y a eu une convocation de 25 joueurs locaux d'abord, un stage qui s'est achevé. Il y a eu du mutisme. Il y a eu les joueurs internationaux convoqués, bloc isolé, qui rentrent en stage donc, dès ce jour. Et là-bas également, il y a eu du mutisme. On n'a pas expliqué les choix, mais à la fin, quand on fait une sélection finale, on voit qu'il ne s'agit que des internationaux. Alors, on se demande où sont passés les joueurs locaux qui ont effectué un stage. Alors, Rigobertson a choisi de ne pas communiquer à propos. C'est une stratégie? Bon, moi je pense que il est le seul responsable des actes qu'il pose. Il est le sélectionneur, manager général. Donc c'est lui qui donne les directives, les orientations. Maintenant il sait avec qui il va cheminer, qui va évoluer et tout. Bon, moi je pense que au vu de ce qui s'est souvent passé dans cette sélection, nous n'avons pas vu beaucoup de joueurs locaux dans cette sélection depuis belle lurette. Mais maintenant le championnat a été lancé. Et ils ont fait presque le tour des sites où ils ont donné des orientations, soit disant qu'il fallait intégrer certains. C'est anormal qu'on ait des joueurs locaux. Et je crois que c'est la volonté du président de la fédération qui dit, je passais lors d'une de ses interviews, il a dit il est anormal qu'on se retrouve avec une sélection nationale du Cameroun sans joueurs locaux. Et ce qui était le cas avant. Moi, j'ai été international étant amateur. Donc, pourquoi ne pas reprendre ces pour revenir au passé? Je crois qu'il faut déjà lancer le championnat et ça a été fait. Mais maintenant moi, je crois qu'il y a quelques lacunes, quelques ratés au niveau des stratégies. Parce que si vous convoquez 25 joueurs locaux et quelques temps après, vous reconvoquez je crois 34 joueurs
pour la sélection, pour préparer les matchs qui devaient. Je crois qu'il y a eu des ratés à ce niveau-là. Je crois qu'il faut rapidement corriger. Parce que appeler 25 joueurs locaux et quelques temps après, rappeler 34 pour convoquer 25 sans toutefois avoir un seul joueur du championnat local, je crois que ça ne présente pas très bien. Mais je crois aussi que quelque part, il n'y aura pas beaucoup de changements dans cette équipe. L'équipe qui a joué la CAN, l'équipe qui a joué Blida. Après, je crois, après sa prise de fonction, il y a eu 2 ou 3 joueurs qui ont été ajoutés. Sinon, c'est l'effectif qui a toujours été. Et je crois qu'il est dans la continuité. Emmanuel, parlant des locaux qui pourraient intégrer la tanière, il n'y a pas eu de communiqué officiel qui l'indique. On l'apprend dans un premier temps par voie informelle. Ensuite, c'est le team press officer de cette équipe qui par voie de réseaux sociaux indique qu'on pourra intégrer 2 ou 3 joueurs pour compléter donc à 28 la marge qui est accordée par la CAF pour ces éliminatoires. Et on le sait, en raison de l'annulation du match Cameroun-Kenya qui devait être en ouverture le 4 prochain, il est remplacé par une autre rencontre. C'est le Cameroun qui va affronter, c'est-à-dire les Lions qui sont en stage, qui vont affronter la sélection des joueurs locaux. Est-ce à dire que c'est là où va se passer réellement la sélection des 2 ou 3 locaux? Plus ou moins oui, mais déjà avant il faut se dire que lors du stage des joueurs locaux, il y en a seulement 1 ou 2 qui ont tapé à l'œil du sélectionneur, et sur ce match-là, il va essayer de voir un peu jusqu'où ils peuvent oser, est-ce qu'ils ont un peu de cran, est-ce qu'ils ont la qualité, la capacité nécessaire de pouvoir entrer dans un match et pouvoir le changer. Est-ce que sur le plan psychologique, ils sont un peu dans le choc par rapport aux autres? Est-ce que dans leur esprit, ils ont créé eux-mêmes un gap entre les autres et eux-mêmes? Il y a tous ces le complexe d'infériorité. Le complexe et tout cela, il faut se rassurer. Mais je crois, j'ai cru lire quelque part que les joueurs locaux seraient remis en stage pour avoir peut-être pas un temps conséquent, mais pour être un peu dans le même sillage que les internationaux. Ah ouais, et ce temps-là, si c'est à partir du 4, ça veut dire que ce sera 4 jours avant le match contre le Burundi, prévu le 9. Tout à fait. Mais je crois quand même que dans l'idée de Rigobert Song, ce serait de renforcer sa liste de 25, pas 3 ou 4. Maintenant, il n'est pas dit que c'est les 25 qui rentrent en stage sont exclusivement appelés déjà. Il est aussi possible qu'ils gardent le chiffre de 25, mais qu'il y ait 3 locaux ou 2 qui rentrent là-dedans et qu'il y ait 2 ou 3 internationaux qui sautent. Parce qu'il est possible qu'on ait des garçons qui démontrent qu'ils sont mieux à l'utilisation que certains qui arrivent. Même si je pense que ça peut être difficile parce que les autres sortent d'une fin de saison et il y a un véritable gap entre les championnats étrangers et le nôtre. Il y a un véritable gap en termes de compétitivité. Mais ils ont beaucoup de matchs dans les jambes. Oui, en termes de compétitivité, sur le papier, ils sont censés être beaucoup plus compétitifs. Mais maintenant, il y a on peut avoir 1 ou 2 garçons qui dégagent autre chose et qui poussent le coach ou le sélectionneur à penser qu'ils peuvent déjà faire partie de l'effectif. Donc, il y a tellement d'hypothèses que, pour nous, c'est vrai que la représentativité en termes d'1 ou de 2 garçons dans les 25 ou 26 ferait du bien. Mais maintenant, est-ce qu'il faut le faire simplement pour des causes de représentativité? Si on veut amener des garçons, il faut que ce soit des garçons qui soient à même d'apporter quelque chose. Sinon, la sélection nationale, il faut aussi dire, ce n'est pas un parlement. C'est-à-dire que si on y est, si on y va, c'est parce que... Bon, après, les éléments de représentativité, je vous dis, je préfère, moi, être arc-bouté sur des éléments de compétitivité, sur des éléments de rendement, que ceux de représentativité. Ah oui. Jean-Pierre Ferrat l'a dit en d'autres termes. Yannick voudrait compléter peut-être? Oui, moi je pense qu'au-delà des questions sportives ou encore des aspects de compétitivité auxquels fait allusion Manu, je pense qu'il y a aussi
un vrai souci de marketing pour notre championnat. Alors si nous avons en compétition avec 28 joueurs, dès qu'on a réglé les questions de statut, nous savons naturellement qu'un match de football c'est 11 personnes, il y a peut-être 3 ou 4 remplacements, ça veut dire qu'à la limite, on n'aura qu'à utiliser 18 à 19 joueurs. À partir de ce format-là, on sait plus ou moins que si on veut jouer 5 matchs, on ne prendra de façon régulière que dans ces 18. Alors s'il y a 18 et qu'on a peut-être la possibilité d'aller jusqu'à 25, pourquoi ne pas mettre 4 garçons ici du championnat local? La question qu'on peut se poser si on est président d'une fédération qui s'appelle Samuel Etofi, c'est qu'on a dit qu'on veut développer le championnat. Une raison est simple. Pourquoi un garçon qui joue à Canon de Yaoundé, Tonnerre de Douala, Tonnerre de Yaoundé ou encore Coton Sport se lève le matin et court à 5 heures pendant que d'autres dorment et jouent une saison, si il ne peut pas avoir cet élément de motivation? Je pense qu'au-delà des questions sportives, il faudrait aussi que nous travaillions notre championnat de façon à ce qu'il puisse servir à quelque chose. Moi, je peux être pervers, je pense qu'il faudrait même qu'au Cameroun qu'on aborde des questions de quotas. Si nous disons qu'ok, d'accord, dans chaque liste, nous aurons peut-être 3 à 4 garçons ici du championnat, ça donne une motivation supplémentaire au-delà du titre qu'on veut chercher. Si on est joueur de Coton Sport de Garoua ou d'Union de Douala, savoir qu'on a la possibilité de fait de sélectionner 3 ou 5, c'est bien. Si on peut faire des parallèles avec ce qui se fait en Europe, je pense qu'il y a des pays où on est à peu près sûr quand on est meilleur buteur de ce championnat, on fait la Coupe du Monde. Ça a souvent été le cas en France. On sait que la plupart du temps, quand on a été meilleur buteur ou meilleur joueur du championnat français, c'est possible qu'on soit sélectionné pour aller en Coupe du Monde. Je ne pense pas que tous les 25 joueurs ou 27 qu'on devrait appeler vont naturellement jouer. Alors moi, je pense que si on a fait un regroupement avec des joueurs locaux, il faudrait qu'on aille jusqu'au bout. Pourquoi regrouper 25 garçons si on n'est pas sûr de sélectionner 3? On peut faire aussi des benchmarks sur des championnats. Tout le monde ne joue pas dans les championnats avec une forte compétitivité. Je joue en Hongrie, je joue dans les championnats exotiques. On n'est pas sûr que le niveau de championnat réel, au-delà des questions de combien je reçois à la fin du mois, on n'est pas sûr que si on fait des benchmarks poste pour poste, valeur potentielle, tout le reste, qu'on ne trouve pas dans les clubs UP du Cameroun un garçon qui peut à valeur égale rivaliser sur le plan du jeu avec celui qui joue dans les championnats, peut médiatiser ou peut valoriser déjà en Europe. Moi, je pense que la question de représentativité des joueurs locaux est à la fois une question sportive, une question de souveraineté, une question marketing. En tout cas, occasion donc donnée aux locaux de pouvoir s'affirmer avec le match amical annoncé le 4 juin prochain. Ce sera au stade de la réunification à Douala. Lions indomptables contre une sélection locale, les 25 notamment qui étaient donc en stage ici. Et j'ajoute que pour les Lions indomptables actuellement en stage, c'était 11 joueurs jusqu'à ce lundi. La liste s'est enrichie avec l'arrivée de Michael Ngandui, Jean-Charles Castelletto et puis Karl Toko et Kambi. D'autres arrivées sont prévues un peu plus tard dans la nuit et demain également où la tanière devrait afficher complet. Voilà, Sport Club. La suite avec cette deuxième actualité, on parle des championnats de football professionnel. On joue la 17e journée pour ce qui est du groupe B et la 20e journée, groupe A. On a avancé déjà, vous le voyez bien, on a avancé déjà pratiquement 20 journées et la particularité en ce moment, c'est qu'on entend le moins possible des bruits de bottes. Alors, les présidents de clubs, ils ne disent plus mot, ils s'appliquent à jouer maintenant, Emmanuel. C'est le calme après la tempête. Ils s'appliquent à jouer puisque maintenant, sur le plan financier, ils sont un peu plus responsables. Donc, quel que soit ce qui arriverait, on les indexerait. Donc, ils sont un peu plus responsables. C'est vrai que certains présidents se plaignent un peu des problèmes de programmation, mais je crois que ça peut se gérer facilement. C'est-à-dire qu'il y en a qui aimeraient souvent être programmés. Par exemple, il y en a qui ont souhaité être programmés le mardi, donc demain, mais pas aujourd'hui. Je crois qu'au niveau du CTFP, ils ont pu gérer cela. Le véritable problème que nous avons aujourd'hui, c'est le rendu. C'est ce qu'on nous renvoie. C'est-à-dire que sur le terrain, beaucoup de techniciens sont des fois embêtés quand vous allez au stade, quand vous discutez avec certains techniciens. La qualité du jeu n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui en termes d'infrastructure. C'est-à-dire qu'il y a encore un gap.
c'est vrai qu'on estime que d'ici 1 ou 2 ans, on pourrait retrouver un certain niveau. Mais jusqu'ici, le rendu sur le terrain ne satisfait pas encore. C'est-à-dire que c'est pour cela que Yannick va bien se rendre compte qu'on ne peut pas s'engager à vendre un produit qui ne soit pas vendable. C'est-à-dire qu'on avait dans les années 80, jusque dans les années 90 et même dans les années 2000, on jouait sur du granit, on jouait sur du sable, mais quand même... Peut-être pas du granit. Non, pour dire que la représentativité était naturelle. C'est-à-dire que comment vous faisiez à ces époques-là, 90, 80, 70, même en début des années 2000, pour ne pas avoir des locaux dans le... On n'avait même pas besoin d'en faire des débats. C'est-à-dire que c'était clair et net. Donc, il faut qu'on comprenne que nous sommes bien loin de ces époques-là, et il est question de travail. C'est pour ça que j'ai apprécié que lui-même dise dans ses propos qu'il faut travailler à ce que notre championnat soit quelque chose dans lequel on puisse aller chercher des produits. Si on ne le fait pas, ce n'est pas sur un plateau, c'est le travail. Aujourd'hui, ce que notre championnat renvoie, si vous le considérez comme une glace, l'image qu'il renvoie n'est pas assez reluisante. Mais je crois que pour cela, il est besoin de mettre en place un mécanisme qui nous renvoie à la base. Tant qu'on ne s'en va pas travailler le produit à la base, on ne devra pas s'attendre à avoir des génies au plus haut niveau. Ce ne sera pas possible. Ah oui, j'ai trouvé Emmanuel un peu périphérique. Je voudrais revenir à ma même question avec vous, Jean-Pierre. Comment on explique ce calme après la tempête? Est-ce parce que les présidents de clubs ont perçu la subvention? Est-ce parce qu'ils sont dès lors eux-mêmes gestionnaires de la restauration, de l'hébergement de leurs joueurs? Est-ce parce qu'on a payé les salaires aux joueurs? Moi, je n'irai pas sur ce terrain-là. Moi, je n'irai pas sur ce terrain. Par contre, ce que je vais dire, c'est que nous savons très bien que c'est un championnat qui a été lancé à la hâte parce qu'il fallait rattraper le temps pour essayer de s'arrimer au calendrier CAF et au calendrier. Bref, au calendrier et on a mis en place une formule adaptée. On a mis en place une formule pour essayer de rattraper le temps. Mais il s'avère que cette formule est trop, comment je peux dire... Elle est contraignante? Elle est trop contraignante. Parce que quand vous êtes un entraîneur et gérer les microcycles à 3 matchs, c'est pas facile, c'est compliqué. Bon, vous êtes obligé de faire la rotation. Et en plus de cela, il y a des clubs qui se déplacent. Après 2, 3, 4 matchs, il faut se déplacer pour aller à un autre site. Et ce que je trouve encore très contraignant et je dis même catastrophique, c'est qu'il y a des clubs, il y a des clubs dans ce championnat qui se déplacent, vont jouer à Douala. Après le match, ils reprennent le bus, ils rentrent sur Yaoundé pour repartir le lendemain. Bon, c'est pour ça que je préfère ne pas me lancer. Ah oui, on l'a vu, le cadre sportif et le Tonnerre revenus à Yaoundé alors que il y a 48 heures, ils étaient à Douala. Pourquoi refuser la première formule qui permettait au club de rester dans un site et ils étaient pris en charge que de prendre 6 millions de francs et faire ces allers-retours sur le plan du rendu, comme disait Emmanuel tout à l'heure. Quel genre de rendu? Moi, j'ai vu Astre jouer dernièrement, au dernier match. Astre a changé pratiquement toute l'équipe. Toute l'équipe, ils ont joué avec. C'est vrai, en ce moment, vous êtes Vous voulez dire que les joueurs passent plus de temps à voyager plutôt qu'à se reposer, à récupérer? Oui, pour certains clubs. Ils ne se reposent pas. Déjà que c'est déjà contraignant le fait de jouer. Et maintenant, quand vous regardez les enjeux, il y a des clubs, 2 clubs seront relégués. Et je crois les clubs classés 9e vont se rencontrer parce qu'il y a 5 clubs qui sont relégués. Mais maintenant, quand vous regardez votre position, et vous vous rendez compte que vous pouvez être relégué. Et en plus, vous vous mettez encore dans des situations compliquées. Après un match, vous vous déplacez, vous repartez, vous récupérez quand? Donc la formule de regroupement était davantage favorable? Oui, moi je trouve qu'elle était favorable. Yannick, vous avez bien suivi ma question adressée à Jean-Pierre? Oui, le problème de fond, il est là. À la vérité, je pense que la FECAFOOT, qui est celle d'aujourd'hui, on peut dire tout ce qu'on veut, on voulait rattraper le championnat. Oui, c'est facile à dire. Je pense qu'on a eu suffisamment de temps pour préparer une organisation. Si on a un peu d'expérience de terrain et de bureaux, on peut concevoir un modèle en fonction
du temps qu'on a à gérer. Moi, je pense que ce n'est pas une excuse. Tout le monde sait plus ou moins à quelle période commence le championnat ou bien encore le calendrier. La CAF n'a pas changé. Hier, il a changé. Il est en vigueur bien avant. Je pense qu'avec un peu de patience, en écoutant un peu ceux qui ont eu l'habitude de travailler. Moi, je pense que le problème de la FECAFOOT aujourd'hui a été d'aller très vite vers des changements à la fois du personnel et des réformes de façon structurelle. On ne bouleverse pas les équilibres comme cela et de toute façon, il y a en cours. La vérité, c'est que moi, je pose une question simple. On a fait tout ça, on a dit, OK, on prend en charge les frais logistiques des clubs, leur hébergement. 3 mois après, on se rend compte que humainement, c'est-à-dire, je pense, pas des relations entre ceux qui dirigent la FECAFOOT et ceux qui dirigent les clubs, ça ne permet pas à ce que les gens se sentent beaucoup plus autonomes. Alors, pourquoi y aller s'il faut y renoncer 3 mois après? Ça, c'est la question. Et revenir à la fin, à quoi auraient servi ces réformes puisque... Pourtant, on a eu l'impression que la formule adaptée appelée à des sacrifices. Sacrifices du côté de la FECAFOOT qui opère en cassant un peu la tirelire. Sacrifice du côté des clubs également qui devaient s'y soumettre. L'essentiel étant de rattraper le temps et d'arrimer le calendrier. Oui, je suis d'accord sur l'idée de rattraper le temps et d'arrimer le calendrier. Je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose d'assez difficile. La chose la plus difficile à faire, c'est de trouver des mécanismes qui nous permettent de régler la question de sensibilité, de susceptibilité humaine. Je suis président de club, pourquoi vous allez me démettre de mes fonctions, de gérer ma logistique, l'hébergement de mes joueurs pour me dire qu'ok, d'accord, nous retenons de l'argent et puis on va s'en charger. Est-ce que c'est le cœur de métier de la fédération de gérer des questions de logistique pour des clubs qui sont déjà des entités autonomes? Je pense pas que c'était la bonne question, la bonne approche. La seule chose qu'une fédération peut faire, c'est de mettre en place des mécanismes et permettre aux gens de les suivre. Ça, c'est une chose. Aller tout de suite dans des réformes drastiques, dire OK, d'accord, tous les salaires des joueurs doivent être payés, sinon on ne donne pas de subvention. Ça aussi, même si on a la volonté de le faire, l'humain normal n'est pas très sensible aux injonctions. Ça, il faut en tenir compte quand on gère une fédération. Moi, je pense que c'est cette chose à la fois aller dans les déclarations sans se rassurer que sur le plan humain, sur le plan des relations entre l'institution qu'on dirige et des autres institutions, si on reste d'accord dans l'idée qu'un club aussi est une institution. Alors, pourquoi ne pas privilégier des mécanismes qui permettent à chacun de faire son travail et d'avoir l'impression d'être autonome? Moi, je pense que c'est ce qui a été le problème. Aujourd'hui, que les clubs se sont rendus compte, enfin, ou du moins se sont réappropriés leur autonomie, c'est normal qu'il n'y ait plus d'éclat de voix. Tout est parti pour s'achever dans le calme? Non, ça va s'achever immanquablement. Maintenant, comme je dis, ce chapitre-là devrait nous inspirer, nous tous, que ce soit du côté de la fédération, du côté des clubs, se dire qu'ok, d'accord, on a essayé une approche qui n'a pas marché. Oui, la sagesse a voulu qu'on y renonce, ça c'est une bonne chose. Maintenant qu'on soit beaucoup plus exigeant sur le rendu. Alors, vous avez votre argent, ok, d'accord, je m'attends à ce que les joueurs arrivent à l'entraînement à l'heure ou bien au match à l'heure. Ce que ça vous coûte, ce n'est pas véritablement le travail de la fédération. Yannick, sur un plan qui vous concerne beaucoup plus directement, est-ce que la modification de la formule au plan du marketing, est-ce que les partenaires adhèrent aussi facilement à ces modifications, cette instabilité? C'est contre-productif de toutes les façons. C'est-à-dire que peu importe le bout où on prend la chose, la bonne question, c'est à quoi ça a servi tout ça. C'est-à-dire qu'au niveau des clubs, on n'est pas satisfait. Si au niveau des clubs, on n'est pas satisfait de toutes les façons, ça crée des tensions. Et les tensions, qu'on soit spectateur, qu'on soit téléspectateur, qu'on soit partenaire, personne n'aime les tensions. Comprendre que le championnat s'est arrêté alors qu'il n'aurait pas dû s'arrêter. Si, au préalable, on s'est juste assuré que est-ce qu'on va faire les mêmes erreurs que les autres? Aller tout de suite dans les déclarations, on n'est pas être capable de pouvoir les suivre. Ça laisse une image, ça laisse un mauvais goût à la fois pour les annonceurs. Maintenant, pour revenir de façon claire sur le plan du marketing, je pense qu'il y a des choses qu'on devait régler ou bien qu'on doit rapidement rattraper parce que les incidents, il y en a eu, maintenant il faut les rattraper. Dieu merci, j'étais à Douala pour un match de Ligue de MCL Douane. J'ai vu un super match de Léopard, Aigle Royal de la Main Noire.
Elle est tout, excusez-moi. Très beau match, une grande affluence, une belle ambiance. C'est des matchs comme ça qu'on aimerait voir. Alors je pense que si la FECAFOOT prend conscience du fait que les clubs doivent se gérer eux-mêmes, c'est-à-dire c'est pas un débat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un débat, comme on voit ailleurs, quand Manchester se déplace, la fédération ne veut pas savoir, ou bien l'organisation du championnat ne veut pas savoir ce que ça coûte à Manchester de se déplacer. Tout ce qu'on demande à Manchester, c'est d'être là le jour du match et lui dire, OK, d'accord, des tensions, des salaires. Manchester est un club professionnel qui jouit de son autonomie. On le verra en deuxième partie de cette émission. Comme le Canon, comme Bamoutos, comme Coton Sport de Garoua, ils ont leur autonomie et ils y tiennent. Tout le monde tient à son indépendance. C'est-à-dire que la question de gestion des fonds ou des salaires ou de la logistique fait partie des questions de souveraineté d'un club. Mais Manchester a les moyens de sa politique et la politique, c'est moyen. Oui, s'il faut revenir au cas, je ne sais pas pourquoi, s'il faut revenir au cas, la question qu'on se pose est simple. Pourquoi prendre sur moi de payer ce que vous aurez dû payer? Pourquoi ne pas vous donner votre argent et me rassurer que vous êtes à l'heure quand je veux que le match se joue? Le reste fait partie de l'aléa sportif. Un club qui arrive en retard avantage celui qui arrive à l'heure. On ne peut pas régler ces dysfonctionnements. Ils sont inhérents à la compétition. On en reparlera à une autre édition. Allons-y en 30 secondes, Jean-Pierre. Même en 5 secondes. Je voudrais faire comprendre à Yannick que ça, c'est des problèmes récurrents, c'est des problèmes qui existent. C'est bien vrai. On veut donner cette autonomie à ces clubs. Mais on s'est rendu compte que depuis, je suis entraîneur, je sais ce que je dis, depuis pratiquement 5 à 6 ans, ce sont les mêmes problèmes. Ils ne payent pas les joueurs, les primes d'entraînement n'existent nulle part et tout. Ça, c'est la réalité. C'est vraiment la réalité. Alors, coach, maintenant, leur donner cette autonomie, on veut bien leur donner cette autonomie, mais ils ne sont pas responsables. Alors, coach, je pose une question simple pour finir là-dessus. Alors, la fédération a pris sur elle de gérer ces aspects-là pour la première partie du championnat. C'était pour alléger justement les charges. Avec l'idée d'alléger les charges. Qu'est-ce qui en est avenu? Le championnat s'est arrêté pour les mêmes questions. Si vous ne donnez pas notre subvention, nous ne jouons pas. Les clubs ont estimé que ça leur coûtait même plus cher que si eux-mêmes gèrent. Puisque je me rappelle que le président de l'Union de Douala, sur un plateau que je partageais avec lui, avait carrément dit que la phase allait a coûté à l'Union 80 millions de francs. 80 millions de francs. 80 millions de francs. Ils ne payent pas. Ils ne payent pas la nutrition, l'hébergement, mais il dit que ça lui a coûté 80 millions de francs. Messieurs, nous avons du grain à moudre. On reviendra sur cet aspect au moment de faire le bilan. Après la phase retour, on a du grain à moudre. Passons à une autre actualité à laquelle Emmanuel Bankoulos sera le seul à réagir. On parle de la Basketball Africa League, une 4e place pour FAP, Forces armées et police. C'était à Kigali. L'équipe a pu intégrer le carré d'As, la demi-finale, mais là-bas, la marche a été un peu trop haute pour les Camerounais, malheureusement. Ils terminent à la 4e position, mais une position honorable. Oui, plus qu'honorable. Déjà, c'était difficile d'imaginer FAP rentrer dans le dernier carré. Ils l'ont fait. C'était déjà un exploit. Maintenant, il faut dire aussi que ce qui est intéressant côté FAP, c'est qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure que les années passent, ils apprennent et rapidement et ils gagnent en termes de maturité et d'expérience. La gestion de la balle du côté de FAP pour cette saison n'a pas été la même que la saison dernière. Donc, on a vu une équipe de FAP beaucoup plus aguerrie et mieux organisée encore, même sur le plan administratif. Autant administrativement que sportivement, on a vu une équipe de FAP mieux organisée, mieux structurée. Ça veut dire que du côté des forces armées et police, on a pris à bras le corps certains éléments. Déjà, d'abord, on a accepté qu'on était moins organisé, moins structuré que les autres. On a appris de quelques errements et rapidement cette année, on a bien fait la preuve et de ce que on a apporté des modifications. On a vu une équipe de FAP vraiment bien structurée et ça s'est aussi vécu sur le terrain. On a vu une équipe de FAP qui n'a eu le moindre complexe contre qui que ce soit, qui est allé jusqu'au bout, qui a donné le meilleur de lui-même. Ah oui, que ce soit en saison régulière, que ce soit en phase finale. Le résultat a été plus qu'honorable. Je suis sûr que la saison prochaine, on pourra avoir les FAP qui aillent même en finale. Cela est possible. Parce qu'eux-mêmes se sont rendus compte aujourd'hui que cela est possible. Mais pour cette année, dites, qu'est-ce qui a fait problème finalement? Non, je pense que vous l'avez dit, hein, dans votre question, il y a un élément, la marge a été un peu trop haute. Mais maintenant, côté FAP,
FAP éliminé par le Petro Luanda, une équipe aguerrie. On va se donner les moyens côté FAP de pouvoir être au moins sur le plan sportif. Il n'est pas possible que FAP, comme cela, demain, ait en termes de capital, en termes de finances, le même niveau que Al-Ali, que Zamalek, que Petro et autres. Luanda. Mais ils ont quand même la possibilité, sur le plan humain, de se mettre à niveau. Et je suis sûr qu'ils le feront. C'est vrai que se mettre à niveau sur le plan humain induit le fait aussi de mettre ce qu'il faut sur le plan financier, mais je crois qu'il y a eu de la plus-value côté FAP. Il y a des grosses légumes qui seront prêtes à jouer avec les FAP selon la formule la saison prochaine parce qu'ils sont allés chercher de la crédibilité, ils l'ont obtenu. Maintenant, on sait qu'il va falloir mettre les moyens, mais aussi... Peut-être c'est le renfort de l'extérieur, souvenez-vous. Oui, tout à fait. Il y a le volet renfort de l'effectif avec un ou deux joueurs de la NBA, les joueurs non draftés encore, mais plus ils sont bons, c'est-à-dire performants, plus ils coûtent cher. Mais je crois que du côté des forces armées et police, on a compris qu'il va falloir mettre les moyens. Et je suis sûr que de ce côté, on mettra les moyens qu'il faut parce qu'ils ont apporté beaucoup de plaisir. Pas seulement aux forces armées et police ou encore au ministre de la Défense, mais ils ont apporté beaucoup de plaisir à l'ensemble des Camerounais. Ça a été un élément en sus. Ouais. Et au basketball africain d'ailleurs. Et au basketball africain même d'ailleurs. Donc ça a été un élément en sus par rapport à notre mouvement sportif. Conséquemment à cela, on a l'obligation de leur apporter du soutien. Ce n'est pas seulement les caisses du ministère de la Défense. Mais il faudrait que ceux qui ont en charge le mouvement sportif comprennent que là, il va falloir leur apporter du soutien. Mais ça aussi, il ne faut pas aller le chercher. Ils ne sont pas restés couchés sur leur laurier. Ils sont allés sur le terrain démontrer qu'eux méritent et ont besoin qu'on leur apporte du soutien, et je crois que ce sera fait. C'est entendu. Emmanuel Bankolo, par ses propos, on met un terme à la première partie de cette édition de Sports Club. C'était la pause actualité. On franchira un pas pour se retrouver à la deuxième partie de cette édition. Là, on parlera du débat après la petite respiration. Nous parlons du débat dès à présent avec le thème central, les ligues des champions, les clubs champions. D'abord, ils sont des clubs fortunés, structurés, organisés. Et après, ils sont donc des vainqueurs. À chacune des éditions, c'est peut-être une remarque qui se généralise et qui fait son lit à travers le temps. L'exemple du Real Madrid qui détient tous les records en Europe pratiquement. Le cas de son prédécesseur Chelsea en Afrique. Également, on peut compter sur Al-Ali du Caire, on peut compter sur le Zamalek, on peut compter sur Espérance du Tunis qui s'inscrivent pratiquement dans le même registre. Qu'est-ce qui fait réussir ces équipes? Visiblement, il s'agit de leur structuration, de leur organisation, de leur vision à court, moyen et à long terme, et aussi les infrastructures mises en place. Les politiques de chacune de ces équipes leur permettent donc d'atteindre le haut niveau, de s'inscrire sur les podiums à chaque fois. Voici la démonstration dans ce commentaire de Astrid Djenga. Ce nouveau trophée fait de la Maison Blanche le club le plus titré de la compétition UEFA. L'équipe présidée par Florentino Pérez est un géant sportif avec ses 4 Coupes du Monde des clubs, 35 titres de champion d'Espagne et 19 trophées de vainqueur de la Coupe espagnole. Grâce à ses retombées sportives et commerciales, le Real est en train de s'offrir un nouveau stade haut de gamme et plus à la pointe que le Santiago Bernabéu, son stade d'accueil jusqu'ici. Les Madrilènes ont une administration stable et exigeante qui se fait accompagner par une trentaine de sponsors. Le plus grand club du XXe siècle selon la FIFA est celui qui génère le plus de revenus au monde, plus de 3 000 millions d'euros d'après une évaluation datée de 2022. Le Real Madrid est fondé sur des actionnaires contributeurs à travers le temps qui soutiennent le rayonnement de l'équipe de Madrid. Il y a un 3 contre 2 à jouer. Ils ont un petit peu tergiversé. Oh, la frappe derrière, elle est magnifique. Al-Ali est à ce jour le club le plus titré du monde avec 143 titres à son palmarès. Le club présidé par Mahmoud Al-Khatib a accumulé les victoires depuis sa fondation en 1907.
aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Les Dragons Rouges sont détenteurs de 10 Ligues des champions africaines et tenteront de s'offrir un 11e sacre ce soir face à Wydad de Casablanca. Son stade domicile au Caire est le deuxième plus grand d'Égypte avec près de 75 000 places. Espérance de Tunis est le vainqueur de l'édition 2019 de la Ligue des champions africaine. Avec 31 championnats et 15 coupes nationales, le club est considéré comme le plus capé de Tunisie. Pour cette édition du championnat, il s'incline face à l'entente sportive sétifienne d'Algérie au quart de finale. L'Espérance sportive de Tunis est désignée comme le 5e club africain du XXe siècle par la Confédération africaine de football. Voilà, merci à Astrid Djenga, donc avec ce petit tour à travers des clubs de référence. Vous l'avez remarqué, du club de la zone UEFA, Real Madrid récent, tenant du titre de Ligue des Champions, et puis son prédécesseur Chelsea, et puis en Afrique, Al Ahly, qui peut brandir son 11e trophée de Ligue des champions africaine, et aussi Espérance de Tunis qui a remporté l'édition de 2020. C'est donc des clubs qui sont un peu comme des références sur les continents africains et européens. Commençons par le Real Madrid, que je vous indique que le club est en train de s'offrir un nouveau Santiago Bernabéu. L'antre de 81 000 places et poussière est en train de faire peau neuve. Un nouveau Santiago Bernabéu. Voici quelques images. On se retrouve juste derrière. C'est du Real Madrid, le nouveau Santiago Bernabéu, le terrain de football que s'offre donc le club qui détient le record de Ligue des champions en Europe, soit 14 titres, le dernier obtenu il y a 48 heures. Donc, première réaction, Yannick Deguet, Real Madrid, champion d'Europe, mais Real de Madrid, équipe très très fortunée, équipe bien structurée et bien organisée. Oui, organisé, oui, structuré, oui, riche, oui, à l'échelle des clubs de football, oui, peut-être pas à l'échelle d'une grande entreprise comme on pourrait le penser. Mais sinon, dans l'écosystème du football, ça reste l'une des meilleures marques ou alors des meilleures entreprises. Pourquoi c'est structuré? Oui, d'abord, il faut comprendre que c'est un club pratiquement centenaire. Ça, c'est un fait qu'il ne faut pas négliger. Il y a une histoire, il y a une culture, il y a une tradition qui se répète. Maintenant, arrivé à ce niveau, le cadre sportif est centenaire. On est capable d'allier tradition et modernité. Maintenant, s'il faut commenter le stade, oui, c'est une belle architecture. Quand on a atteint le niveau du Real de Madrid et quand on est dans leur marché, assurément, on est obligé de faire ce type d'investissement pour chercher d'autres niches de recettes, notamment la billetterie corporate. Si on a vu les images, on a vu des parkings, des espaces de vie, des zones d'hospitalité. Ça, ce sont de nouvelles niches de recettes pour les grands clubs. Heureusement, au Cameroun, il y en a parce que je pense que ce stade de Lembe, déjà pour moi, la réunification, on dispose aussi s'agissant des loges et d'espaces d'hospitalité. Ça, c'est un bon modèle économique pour des clubs comme le Real de Madrid. S'il faut comparer à ce qu'on appelle la billetterie sèche, c'est-à-dire ceux qui achètent les billets pour simplement voir le match et ceux qui achètent les billets en catégorie VIP, catégorie hospitalité, la marge des bénéfices est plus importante pour ceux qui achètent des billets en catégorie VIP. Par exemple, pour un classico en Espagne, un billet en catégorie en billetterie sèche cherche dans les 200 €. Tandis qu'un billet en VIP, on est dans les 400, 900, voire 1000 € selon le service qu'on veut. Il faut donc regarder. Ça résonne fort, mais les stades sont toujours pleins.
Les stades sont pleins, oui, parce qu'il y a, comme on a dit, la première chose qu'il faut tenir en compte, c'est la culture. Vous pouvez être dans un grand pays comme la RDC, mais s'il n'y a pas la culture foot, si les gens n'ont pas la culture d'aller au spectacle, d'aller au stade, comme on va dans un concert de musique, on ne peut pas bâtir un modèle économique derrière. C'est-à-dire que si vous avez un stade, une arène de 80 000 places, vous êtes sûr que chaque fois que vous jouez à domicile, l'expression de demande va au-delà de 50% de la disponibilité d'accueil. C'est possible que vous pouvez faire organiser des matchs à guichet fermé et rentrer dans vos frais. Ça, c'est la base. S'il n'y a pas une culture, s'il n'y a pas une tradition, pour des clubs, comme on aime à le dire, c'est comme des églises. C'est-à-dire que pour vendre la Bible, il faut faire beaucoup de convertis. On va au Real de Madrid pour 2 raisons, parce qu'on supporte le Real de Madrid ou le club adverse, ou alors on veut passer de bons moments en famille ou à consommer un spectacle sportif. De toutes les façons, dans les 2 cas, il faut être adepte soit du Real de Madrid, soit du sport. Dans ce contexte, la culture est importante. Et c'est pourquoi je mets la culture. Peut-être quand vous allez poser la question sur ce qui peut se faire au Cameroun, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, on a la culture. On arrivera à cet aspect tout à l'heure. Restons d'abord sur le modèle économique. Est-ce lui qui pousse le Real à obtenir de tels résultats économiques? On va retrouver justement la culture. Mais je regardais les images tout à l'heure et je me disais, waouh, si seulement on avait pu avoir le Real, l'Atlético Madrid, Barcelone et autres, il faut consolider parce que ce sont eux qui sont le socle et les épaules. Et même sur le plan économique. C'est pour ça que la rivalité Real-Barça, on a utilisé cet antagonisme pour en faire le plus grand. Les réflexions là sont ceux qui veulent se faire de l'argent. L'avantage avec ces grands clubs, c'est justement cette dualité, c'est-à-dire qu'on peut allier à la fois l'administration avec des gens de plusieurs nationalités. Vous avez un directeur général qui n'est pas nécessairement londonien aussi. Vous avez un directeur des finances. Et Adidas, on a Swoosh, qui d'ailleurs offre 900 millions d'euros en 15 ans à Chelsea. Cela, c'est pratiquement 5 914 milliards de francs CFA. C'est énorme. Oui, c'est énorme, mais vous verrez bien que en Angleterre, justement, le modèle était un peu comme celui de certains pays africains, c'est-à-dire que les clubs étaient tenus par les individus. C'est pour cela que, pour ce qui est du football en Europe occidentale, le championnat anglais jusqu'aux années 92 s'ouvrit. Et avec l'arrivée maintenant des messieurs tels que Arsène Wenger et tout cela qui ont poussé justement le bouchon jusqu'au bout, on retrouvait Arsenal à des matchs avec dans le 11 entrants 5-6 Français et des Espagnols d'autres nationalités. Difficilement on retrouvait un 11 entrants d'Arsenal parfois où vous aviez un Anglais. Ça fait un tollé général, mais après les autres ont compris que peut-être c'était un modèle qui pouvait être payant. Ils se sont ouverts et on a vu que de plus en plus, le championnat anglais a commencé à monter au niveau des droits TV, au niveau de la crédibilité, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est l'un des plus puissants, c'est même le plus puissant en termes de droits TV, en termes de crédibilité. Aujourd'hui, vous avez des garçons qui préfèrent ne pas signer au Barça ou au Real, mais signer dans un club anglais, parce que non seulement ça paye, mais aussi il y a l'image. Or, pourquoi? Parce que, justement, on a ramené encore, on a accroché le modèle aux clubs qui étaient des clubs mythiques. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un président à vie. Vous comprenez un peu? Tout à fait, à Chelsea. Parce qu'on est allé chercher celui qui avait, en termes de pourcentage, le pourcentage le plus élevé dans les propriétaires anglais de Chelsea, et on en fait donc la cheville, celui qui ne bougera jamais. C'est-à-dire qu'il est le de la culture. Il est le garant du côté anglais de l'affaire. Sinon, il ne serait plus là, puisqu'il pèse moins que ceux qui viennent avec les fonds. Mais il faut pouvoir garder cette flamme-là. Il faut pouvoir garder la culture londonienne-là. Et c'est pour cela que lui, il est inamovible. Donc, quel que soit le moment avec lequel vous arrivez, vous le retrouvez, il est inamovible. Donc,
Il faut qu'on pense à s'ouvrir. Allons-y à un autre club qui est un modèle, et là on rentre dans le continent africain, c'est Al Ahly du Caire qui a cette statistique, c'est le club le plus titré au monde, 143 titres, toutes compétitions réunies, voici quelques échantillons, 42 fois champion d'Égypte, 37 fois vainqueur de la Coupe d'Égypte, 11 super coupes d'Égypte remportées, 10 ligues des champions africaines, 11 avec celle d'aujourd'hui, 8 coupes de la CAF et puis une coupe afro-asiatique. Je n'ai pas fait le tour complet, mais c'est le club qui est le plus titré avec 143 titres. Allons voir. L'entraîneur de cette équipe, c'est Pitso Bizomand, vous le savez bien. Il est sud-africain, mais en raison de sa compétence, le rendement qu'il peut apporter à l'équipe, il a été recruté, il est d'une nationalité étrangère. Dans sa structuration, Al Ahly a un conseil d'administration avec 12 membres, un budget de 137 millions d'euros, soit un peu plus de 90 milliards de francs CFA. Le club est en train d'envisager la mise sur pied d'un 3e stade. Ce sera le nouveau, un stade de 60 000 places qui sera construit pendant 5 ans. D'ailleurs, la pose de la première pierre a eu lieu l'année dernière au mois de mars. Lui qui a évolué d'abord sur le stade Mokhtar El Tech, stade de 25 000 places qu'on a trouvé exigu avant d'aller donc au stade international du Caire qu'on connaît avec 80 000 places. Vous voyez que c'est un club qui a une dynamique dans le temps, qui a une politique bien précise, une administration bien structurée et puis des résultats, Jean-Pierre Fiala, qui suivent. On a indiqué ici que c'est 143 titres en tout. Il faut être organisé pour atteindre ces niveaux. Je viens de parler de ça tout à l'heure, on parlait des riches. Ouais. Et structuré. Oui. Riche et structuré. Voilà. Maintenant, si on est riche et on est structuré, on va continuer à produire des résultats. Maintenant, si on a ces résultats, les résultats vont continuer à attirer des gens. Ouais. Moi, je ne vois pas comment quelqu'un peut se lever, même qu'il soit hyper riche, et venir dans un pays, peut-être aller en Angleterre, aller sponsoriser peut-être une équipe comme Watford, alors que Chelsea est là. Chelsea gagne les matchs, Liverpool gagne les matchs. Donc, il veut bien s'accrocher et produire, aller investir son argent où il va gagner. Yannick, c'est bien cela, Marc. On n'investit que là où il peut avoir un retour sur investissement conséquent. Naturellement, ce qui sous-entend, c'est qu'il faut peut-être parfois prendre le temps de l'expliquer. Le sponsoring, c'est d'abord une association d'images. C'est-à-dire qu'on peut être dans un scénario de co-branding, c'est-à-dire que deux marques comparables sur le point de vue performance, sur le point de vue idéologique, sur le point de vue objectif, qui s'associent et décident de faire ensemble. Tout est question du positionnement qu'on va avoir. Est-ce que je m'en vais sponsoriser Real de Madrid parce que je veux m'attacher à quelque chose qui symbolise la performance, le pouvoir, la richesse, ou alors je cherche un certain type de clients qui peuvent s'identifier à la philosophie du Real de Madrid, ou alors je vais peut-être dans quelque chose dont le positionnement est le communautarisme. Ça, il y a toujours des motivations, mais le résultat, au final, reste le même. Être connu, être aimé et vendre, c'est la base. Yannick, vendre. Voilà, être connu, être aimé et vendre. Peut-être que l'Espérance de Tunis aussi a rempli 5 conditions. Lui qui a remporté la Ligue des champions de la CAF en 2020, juste avant de passer la main à Al Ahly du Caire. Espérance de Tunis, c'est 4 Ligues des champions africaines, 15 coupes de la Tunisie, 6 super coupes, une coupe de la CAF, 3 coupes arabes des clubs. C'est le club le plus titré de la Tunisie qui a connu déjà une vingtaine de présidents de sa création à ce jour. Et tenez-vous bien, le club est structuré tel qu'il y a un président, il y a un conseil d'administration, un bureau des directeurs, à 18 fonctions majeures. Et là, il faut indiquer que la plupart des personnes qui occupent les postes de responsabilité à l'Espérance de Tunis ne sont pas que des Tunisiens. Ils sont recrutés par plusieurs nationalités. Parfois, on pioche en Algérie,
On pioche en Égypte, au Maroc, en Afrique du Sud, en France également. Idem pour les entraîneurs qui se sont succédés sur le banc de touche de l'Espérance de Tunis. Et il y en a des Tunisiens, il y a des Allemands qui sont passés par là, les Algériens, les Tunisiens, même les Sud-Africains. Ils ont pris plusieurs nationalités. L'objectif, on le voit ici. Parce qu'on est revenu sur le continent, il y avait une espèce de nivellement. Si vous prenez entre les années 74, le début des années 80, un club comme le Canon de Yaoundé faisait partie des top clubs sur le plan continental. Parce qu'il y avait une politique qui avait été mise en place qui faisait que les joueurs étaient exemptés de certaines choses. C'est-à-dire que déjà d'abord, les joueurs étaient employés. Et en plus, la qualité poussait les spectateurs à se rendre nombreux dans les gradins et les recettes des stades étaient énormes. Sauf que, si vous prenez le cas du Zamalek, vous étiez au Caire, vous avez eu le temps de faire un tour. Et je me rappelle de ce que vous m'aviez confié en offre en 2019. Alors, quand vous vous rendez bien compte que des clubs comme le Canon, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pratiquement pas de siège, parce que quand vous voyez ce qu'on appelle siège ailleurs, c'est que le club s'entraîne dans l'encre de son siège, c'est-à-dire que c'est un espace fermé d'un peu plus de 100 hectares. Vous avez le musée du club, vous avez la partie hébergement du club. Vous avez mis en place une formule qui permettait de récupérer dans ce qu'on avait pu produire et orienter vers la ressource de demain. Je suis sûr qu'on ne serait pas bien loin, au moins sur le plan infrastructurel, par rapport, parce qu'il y a eu, la possibilité de le faire. Ça renvoie à quoi? À une structuration, à un projet. Mais c'est ce que je dis. Oui, on n'a pas mis en place des projets. Le projet pour nous, c'était il faut que le joueur mange, que le joueur soit à l'aise. Il n'y a pas de projet par rapport au club. Yannick interviendra tout à l'heure, mais d'abord Jean-Pierre, dites... toutes les catégories, est-ce que ça ne pourrait pas apporter sur le plan des résultats? Mais moi je dis c'est ce qu'on devrait, ça se faisait même déjà au Cameroun, ça se faisait. Mais Zamalek le fait la preuve. Et ils sont à 100 combien, je ne sais plus, vous avez pas 143 titres. 43 titres, 140, on ne les ramasse pas. Ils sont bien sûr, on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc ils sont sur cette lancée et ils s'assurent que dans 10 ans, en fait, ils font même des planifications. Parce que généralement, ça me permet de revenir un peu dans l'organisation générale du football dans un pays, à partir de la direction technique. Je pense pas qu'il faut le dire. Mais non, les retombées financières sont importantes. Les retombées financières sont importantes. Non, on ne va pas comparer. Moi, je ne compare pas avec peut-être on est arrivé au niveau du Real de Madrid dans peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ou 10 ans. Ah oui, mais le Canon sportif, il faut avoir été demi-finaliste. Ça a pu s'offrir en bus, c'est connu. C'est connu. Yannick, vous dites-nous, pourquoi l'actionnariat économique ne décolle pas au niveau du Cameroun? Bon, parce qu'il faudrait peut-être qu'on fasse le tour du monde. Comme on a fini en Europe, on est allé au Maghreb pour d'abord comprendre comment ça marche. Je pense qu'on sait que c'est la base, parce que nous parlons des industries qui manipulent les passions. C'est plus on est passionné qu'on est prêt à investir, c'est plus on est passionné qu'on est prêt à acheter. Ça, c'est une indication, c'est la chose qui permet de réguler, alors de donner une valeur à cela, c'est la culture. Il y a des indices pour évaluer la culture, ou bien au niveau de pénétration d'une activité dans un pays. En Égypte, ils sont comptables, en termes de chiffres, bien entendu. L'autre chose, c'est la structuration. Oui, le Zamalek est très bien structuré. Maintenant, s'il y avait une grande culture, il y en a, mais si le championnat égyptien était aussi diffusé que le championnat anglais, l'Égypte aurait eu le meilleur championnat du monde. Parce qu'il faut aussi, ça c'est aussi une indication. Nous parlons de la Liga aujourd'hui, en termes de droits télé, ça représente beaucoup. Mais je ne pense pas que le marché intérieur de l'Espagne suffit à financer la croissance, le développement du Real de Madrid. Ce n'est pas possible.
ce que consomment les Espagnols ne peut pas financer le développement du Real de Madrid. Ça veut dire qu'il faut, plus particulièrement, ça veut dire que nous n'avons plus une indication. Les montants dont on parle en Égypte peuvent paraître dérisoires si on les compare à côté du Real de Madrid ou du Barça ou de l'Angleterre. Mais la culture est là, la population est là. Le problème, le gap qu'il faut faire pour en faire un grand championnat aussi compétitif sur le plan médiatique, c'est la capacité de l'Égypte à pouvoir se projeter dans le monde. Ça ne dépend plus du bon vouloir de ceux qui managent un club de football. Ça, c'est une politique propre à un pays et c'est son pouvoir diplomatique. Ces indications sont valables pour l'Angleterre. Par exemple, l'Angleterre, ce n'est pas un secret pour personne. Londres, c'est un paradis. Les indications que vous avez données, vous n'avez pas vu quelque part quelqu'un qui est venu faire du bénévolat à Chelsea. Ils y vont parce qu'il y a un retour. Le retour peut être sur le plan de son influence. Je pense que Roman Abramovich n'aurait pas été président de Chelsea, qui ne participerait jamais aux négociations de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est son influence dans le monde qui en fait un acteur politique à l'échelle du monde. Ça aussi, les Occidentaux, du moins les Arabes et les Américains, qui vont là-bas ne vont pas simplement pour les raisons économiques, parce que s'il faut regarder les chiffres, dites-vous que je pense que contrairement aux politiques qui ont été faites sous l'ancien régime, le sport a été un outil de marketing politique en Afrique et non pas un outil de marketing territorial ou un support de développement économique. Que ce soit pour le grand combat que Mobutu avait organisé à Kinshasa, ce n'était pas l'objectif de développer le Zaïre par le sport, c'était plutôt de faire son marketing politique. Le football a été utilisé pour cela. Maintenant, comment on fait la boîte qu'aujourd'hui la donne a changé? Le marketing politique par le sport n'aide plus la masse. C'est bien pour ceux qui nous gouvernent de dire que, ok, d'accord, le stade Olembe ou le stade Paul Biya, le plus grand stade du monde, c'est important, c'est bon pour le marketing politique. Maintenant, la bonne question, c'est si on a mis 150 milliards ou bien 1500 milliards dans les infrastructures, comment on fait pour en faire un outil au service du développement économique du Cameroun? Je pense que si on pose la problématique comme cela, on commence donc à s'inspirer des modèles qui ont marché, comment les clubs se structurent, quel est le modèle économique. Oui, ça c'est compris, il nous reste 5 qui s'est passé. Qu'est-ce qui a été l'élément de cassure? Parce que comment vous expliquez que avec les années 2020 qui arrivent et qu'on ait tout ce qu'on a en termes de partenaires sur le plan sponsoring, comment vous vous retrouviez à faire des recettes de stade de 5 625 francs, 15 000 francs, 20 000, et qu'aujourd'hui au Cameroun, un club qui reçoive 500 000 francs après un match, que cela soit quelque chose d'exceptionnel? Pourtant, dans les années 80, on n'avait pas une telle batterie de sponsors, mais vous aviez quand même des matchs à 40 millions de francs CFA, 32 millions de francs CFA de recettes de stade. Il y a un véritable problème. Qu'est-ce qui a été l'élément de cassure? Est-ce que ce n'est pas parce que des personnes sont arrivées aux affaires et ont essayé de faire monter en puissance des clubs unipersonnels? J'entends souvent des gens dire que aujourd'hui, pour les questions politiques. Oui, parce que j'entends souvent des gens dire non, c'est la télé, mais dans les autres pays aussi où tous les week-ends des gens vont au stade et font 80 000, 100 000 personnes, il y a de la télé, il y a d'autres éléments de divertissement, mais ils continuent de rester accrochés au football. Ça veut dire que chez nous, on a inversé brutalement les politiques, un spectacle qui n'est plus celui des années 80. Et qu'aujourd'hui, ils se rendent compte qu'autour du canon, on a fait ressurgir au moins 6 à 8 clubs qui empêchent au canon de fonctionner parce que le canon, lui, a été asphyxié sur le plan financier. Or, ailleurs, quand on parle de Londres, mais est-ce que vous croyez que ce ne sont que les 6 ou les 8 clubs que vous avez en première division, en première ligue, qui sont les clubs de Londres? Mais on a mis une telle structuration, une telle politique qui veulent que, à Londres, ce qu'on aurait pu faire à Yaoundé, qu'il y ait des clubs qui soient des pourvoyeurs en joueurs du canon et du tonnerre. Et quand tonnerre, pour ne prendre que le cas de Yaoundé, des clubs unipersonnels qui ne sont pas prêts et qui ne peuvent même pas prendre le relais. Voilà nos problèmes. Alors, c'est votre explication. Jean-Pierre? Je dis bien, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le plateau, mais je dis que ce n'est pas la raison principale.
Si, c'est la raison. Non, moi je ne peux pas être d'accord avec, à 100% avec ça. C'est un aspect. Un aspect. Le politique, vous dites que vous le avez peut-être politique d'autres a aspects, étouffé. hein. Moi je dis ceci. Non, pas le Quand je politique. prends- La quand je politique prends- mise en place. Quand je prends... Oui, la politique de sport, pas Ok. le politique. La Ok, politique ok. de sport Oui, mise je en suis- place. Il y a des éléments Je suis liés. d'accord, c'est lié. Moi, je dis bien, j'insiste encore en disant que c'est un problème de performance. Le sponsoring vient s'accrocher parce qu'il sait qu'ici, il y a des résultats. Alors- Il y a des résultats. Attendez, Comme on a laissez-moi un fini, peu. il faut peut-être une petite indication. Vous savez que moi je comprends Jean-Pierre. Oui, parce qu'il l'international il est sur le essentiellement plateau. sur le Alors, terrain. Vous êtes sur le terrain, sauf que si on fait l'analyse sur le plan inverse, Voilà. c'est-à-dire que pourquoi, c'est là qu'il faut faire des parallèles avec un produit. Comment je fais pour faire de mon téléphone le téléphone le plus compétitif sur le marché? J'identifie mes faiblesses. Est-ce une faiblesse technologique? Est-ce une faiblesse fonctionnelle? Est-ce que c'est un problème culturel? Dès que j'ai analysé tout ça, à la base, je dis souvent la performance, qu'elle soit sportive ou économique, elle se finance. Voilà. Alors, vous voulez des résultats, comme vous parlez de la moyens. Liga. Moi, je prends une indication que j'aime toujours à dire. Il y a un peu plus de 10 ans, c'est-à-dire quand Eto'o-Fils jouait au Barça, la puissance de la Liga, la Liga était en déclin. C'était la chute, mais nous ne pouvons pas le percevoir parce que nous ne savions pas des problèmes auxquels la Liga faisait face. Sauf que les gens de la Liga sont allés auprès de leur État, on a dit que ok, si nous voulons être compétitifs, Mais des moyens. il nous faut de l'argent pour investir dans la recherche, dans le recrutement des anciens joueurs, dans des bons joueurs. L'État espagnol a pris de l'argent, et beaucoup d'argent, à donner à la Liga pour aller financer sa croissance. Nous parlons de Chelsea, qui était un petit club il y a quelques années. Roman Abramovich a mis de l'argent pour investir dans les résultats qu'on se mette à sportifs. recruter Prenons des le joueurs Paris Saint-Germain performants. aujourd'hui. Mais là, Quelle est la faiblesse du championnat Abramovich, français? c'est pas S'il vous l'État. plaît. Ce je sont des comprends. modèles. Saint-Germain, Ce sont des modèles. Ok. Ce sont des Paris modèles. Saint-Germain. Si vous prenez le Paris Saint-Germain aujourd'hui, qui était le championnat français, qui C'est était pas une l'État faiblesse. français qui met les moyens. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, le coût des droits TV de la Liga de championnat français ne valait rien aujourd'hui. Je vous dis, avec l'arrivée de Messi, une chaîne comme la CRTV ne peut pas diffuser le championnat de la Ligue 1 parce que l'offre qui est adaptée à la CRTV, c'est-à-dire en free-to-air, n'existe pas. Alors, ça veut dire que Je suis d'accord, ouais. on a identifié le problème, on a compris que la faiblesse était le pouvoir, notre capacité à investir. C'est pour ça qu'on fait des levées de fonds. Alors, quand on vient au Cameroun, nous disons que nous avons dit à ceci. Le problème que relève Bankolo est fondamental. Alors, pourquoi je mettais de l'argent au canon de Yaoundé? Si le canon de Yaoundé peut m'assurer une fanbase, c'est-à-dire qu'un capital supporter qui peut être estimé à 5 000, si le canon de Yaoundé joue et qu'il est incapable de remplir le stade de Ngouaekele, tu penses que quel investisseur mettrait de l'argent? Alors, si le canon joue à Yaoundé, on se rend compte que chaque fois que le canon joue à Yaoundé, qui est un stade omnisport Amadou Ahidjo qui est de 400 000 places en moyenne, que le canon est capable de faire 80% de remplissage. L'investisseur dit, ok, d'accord, ça veut dire que c'est intéressant. On a pris le football au service du marketing politique. Ça veut dire qu'un monsieur qui veut être député dans son village commençait par prendre le club le plus populaire de son village. Il profitait de la notoriété du club pour atteindre ses objectifs politiques. C'est un modèle qui a marché. Ça nous a conduit là où ça nous a conduit, mais sauf que la concurrence a fait que cette variante ne peut plus opérer. L'enfant qui est né en 2000, il a 22 ans aujourd'hui, il ne sait pas ce que veut dire que le Canon a été un grand club. Il ne vous connaît pas, moi je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu jouer. Alors ne me demandez pas de supporter le Canon de Yaoundé parce que vous y avez joué, ça ne marche plus. Alors mon raisonnement, c'est quand je vais sur Internet, je vois Chelsea. Je m'identifie à Chelsea. Il y a des gens à partir de Yaoundé qui achètent le maillot de Chelsea, qui achètent le maillot du Real parce qu'on leur a vendu des valeurs du Real. Notre problème, parce qu'on a de la culture. Moi, je dis, de tous les pays africains, quand vous regardez l'Égypte, vous revenez au Cameroun, la passion qui est dans le football nous permet de bâtir une industrie. Si on revient sur le modèle dont parle Bankoula avec des clubs qui ont un capital sympathie. C'est ça qu'au début, je parlais de la culture. Le football est comme une religion. Si on veut vendre le football, faisons des convertis. Si on veut vendre la Bible, allons, mettons-nous dans les campagnes d'évangélisation. Faisons des musulmans, des chrétiens, ils achèteront la Bible. Ça marche pour le football. C'est entendu. Yannick Deguay, on va s'arrêter là pour cette édition de Sport Club. On espère que ces 90 minutes vous ont apporté suffisamment d'édification. Ce parallèle qu'on établissait entre les clubs locaux et les clubs majeurs d'Europe et d'Afrique du Nord en termes de Ligue des Champions
européenne et africaine. Sport Club, c'est terminé, mais on va se séparer avec ces images. On vous permet de les revoir à nouveau avant de se séparer. Les images du nouveau Santiago Bernabéu, c'est le stade du Real Madrid qui est en chantier, en cours d'achèvement. Ce sont des images extrêmement belles et juste derrière, on va se séparer. Merci à vous d'avoir honoré ce rendez-vous de l'édition assuré par Dibring Ball et à la réalisation Benjamin Atangana. Voilà l'équipe de production qui vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle édition. C'est quelques images et juste derrière, on va se séparer en prenant rendez-vous pour mercredi prochain. Au revoir.